Et maintenant, c'est parti pour la phase séduction, hein, du speed dating. Mais avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que vous avez aimé la phase découverte? Ah. Une autre question. Est-ce qu'il y a eu des crushs? Et puis, encore une dernière question. Est-ce que vous êtes prêts à changer de numéro? Échanger des numéros. Ah, j'aime ça. Bon, ok, maintenant on est parti à cette deuxième phase. Ça va être Nicole qui est ici, qui est coach certifié et mentor. Nicole est une passionnée de développement personnel depuis plusieurs années. Elle accompagne principalement les femmes, mais messieurs, n'hésitez pas aussi à la contacter hein, si besoin, dans leur chemin de vie. Elle travaille sur la notion de confiance en soi, d'estime et de l'image de soi. Et sa mission, c'est d'aider les femmes à se valoriser grâce à leur propre potentiel. Je vous prie d'applaudir Nicole, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai plus besoin de me présenter, donc ça me facilite la tâche, parce que je bug toujours chaque fois que je dois le faire. Je suis vraiment honorée de faire ça. Merci Sylvie, merci à FEM pour cette opportunité. C'est un bel exercice et du coup je tremble un petit peu, donc dans ma tête ça sonne trac, trac, trac. Mais c'est bon, je le sens bien et puis surtout vous êtes toutes des magnifiques personnes et vous avez des parcours mais juste waouh quoi. On a envie de faire comme vous. Moi-même j'essaie de le faire mais c'est pas toujours évident. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit Katia, entreprendre c'est vraiment... Ah non, pardon alors. Noëlla, tu as dit un truc vraiment, entreprendre c'est des problèmes. Donc, en fait, on règle des problèmes. C'est ça, la création, on règle des problèmes. Et vous êtes toutes les quatre ici, vous êtes partis un peu pour régler quelque chose à la base. Quelque chose qui manquait, vous avez voulu apporter de la valeur, donner aussi, mais aussi quelque chose qui vous manquait à vous-même. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de savoir quand même le déclic vraiment véritable qui a déclenché cette envie d'aller régler les problèmes. On se lève un matin, puis on se dit, bon, il manque ça, et puis moi, je vais quand même, je vais y aller là-dedans, je vais rentrer dans les problèmes. Oui, ça marche. Donc, comme je le disais rapidement, moi, c'est vraiment l'idée, ce que j'entendais, la projection des gens qui m'entouraient sur le continent, sur l'Afrique, qui n'était pas en raccord avec ma projection. Et donc, du coup, c'était faire des projets pour mettre cette lumière sur le continent et puis montrer une autre image, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Moi, je pense aussi que j'ai l'impression que... Alors, je ne connais pas Perrine très bien, mais ce que j'ai pu percevoir de Perrine ou ce que j'ai ressenti en écoutant Noëlla et Katia, c'est que peut-être probablement aussi, on y va... peut-être sans réfléchir à ce que ça représente vraiment. Je vais dans le sens où on a envie de résoudre quelque chose et on ne va pas commencer à se dire « Ah oui, il risque d'y avoir ça comme problème, ça comme problème. » Non, on va pas. C'est qu'on y va. On y va et peut-être, est-ce que c'est un trait de personnalité, est-ce que c'est un trait de caractère? Mais à un moment donné, on se lance et on verra bien. Effectivement, je pense que ce qu'on a en commun, c'est ma vision, c'est que pour une entreprise, pour qu'elle dure, qu'elle s'inscrive dans une temporalité pérenne, c'est qu'elle résolve un vrai problème en fait. Tu te lèves pas, c'est tant que tu résous un problème qui a du sens, tu donnes du sens, l'entreprise elle est viable quoi, et elle tient dans la durée. Il y a ce côté-là problème, mais je ne vais pas vous mentir, je disais que c'est dur. Tous les jours, je me réveille, je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'employer des gens en fait? J'ai 10 personnes dont la vie dépend un peu, c'est quelle folie ça. Mais c'est la première pensée, mais ensuite, je me dis, mais j'hésite pas en fait. S'il fallait recommencer, je le ferais sans hésiter, parce qu'il y a une vraie raison d'être derrière. C'est que Fresh Africa, et comme nous, là, on résout un vrai problème en fait, et on a la possibilité de changer vraiment des vies en fait. Donc, il n'y a pas à hésiter, c'est des problèmes, mais c'est pas grave quoi. Donc, c'est pas compliqué, c'est fun en fait. Donc, et je pense aussi que ce problème, quand tu le résous, faut que tu le résolves. Tu dois le résoudre comme si c'était
avec ce que toi, tu as à t'apporter. Nous, on est passionnés de tech, tu dois le résoudre comme si c'était, en fait, en te connaissant bien, parce que c'est toi qui vas savoir qu'est-ce qui va me manquer. Combien de temps est-ce que je peux mettre pour accomplir ça? De qui est-ce que je vais avoir besoin, de quelles ressources, que ce soit humaines ou quoi que ce soit, je vais avoir besoin pour intégrer, pour régler ce problème avec moi. Et donc, oui, effectivement, il faut que ce problème, il soit inhérent à toi ou à quelqu'un de ta famille qui a été touché, et que ce désir soit assez fort pour aller régler. Et sinon, vous avez un outil qui est très bien pour prédire l'avenir, c'est le SWOT en marketing. Où vous asseyez, vous mettez vos forces, vos faiblesses, les opportunités et les menaces. Les compétences et tout ça, ouais. Vous allez avoir tout ce qu'il y a comme menaces, etc. Vous pouvez déjà envisager et savoir, prévoir quels problèmes vous pourriez avoir. Par exemple, nous, un truc tout bête, c'est demain, il peut y avoir les douanes qui sont fermées, etc. Comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre? On va développer aussi Fresh Africa sur le territoire même où on est. On prend des produits qu'on ramène et d'autres qui restent par exemple à Douala. On a déjà réglé un problème qui pourrait arriver dans l'expectative. En fait, voilà. Ouais, après, Sylvie, une dernière chose. Sylvie a dit quelque chose de très important, c'est ne pas trop se poser des questions non plus. C'est vrai qu'avant de plonger, on va se faire tout un plan. Et en fait, le plus dur, c'est avant de plonger, parce qu'on se pose trop de questions. Y aller, et après, quand ça vient d'être, vous trouverez forcément des solutions, et on s'adapte, et on s'adapte. Ouais. Et donc, voilà. pour vous, c'est vraiment une vraie mission de vie. Pour toi, c'est vraiment une mission. Parce que là, nous sommes quasiment, donc la majorité ici sont des femmes noires. Vous avez ça en commun, donc on a tout ça en commun. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit que c'était vraiment à vous de régler certains problèmes qui sont liés à la femme noire? Typiquement, toi, Sylvie, tu as créé Tribu Urbaine parce que tu étais concernée. Oui. Mais il y avait déjà d'autres personnes qui réglaient ce problème dans le marché. Pas de la manière dont je voulais. Et c'est devenu, en fait, moi, au début, comme je disais, c'était vraiment pratique. C'était de dire, j'aimerais un lieu qui soit comme ça, qui soit décoré comme ça, qui me prenne à l'heure, qui me traite comme ça. Et après, c'est là où c'est devenu une raison d'être. Ouais. Aussi parce que pour toutes ces questions, nous, quand Noëlla a dit, tout d'un coup, tu as 10 employés. C'est ça, il faut sortir les salaires. Ouais. Et tout d'un coup, il y a en même temps ce côté de... mais est-ce que ça, on y pense avant de se lancer? Est-ce qu'on pense, on se dit, je vais avoir des employés? Il ne faut pas y penser. On se lance avec ces idées, il y a une idée bien carrée, on sait comment on va le faire, mais qui va nous accompagner durant ce parcours? Ça, vous y avez pensé avant? Non. Du tout. Et qui va nous accompagner? Alors, donc, nous, on était deux pour commencer. Ça, je pense que c'est vraiment... En tout cas, moi, je trouve que d'être à plusieurs, c'est vraiment bien. C'est vraiment... Voilà. Et après, nous, maintenant, on a aussi des ressources qui nous permettent de payer certaines personnes pour faire certaines choses et puis nous accompagner aussi. Alors, moins dans un truc aussi... fusionnel que deux partenaires qui commencent un business. Mais après, il y a des professionnels, évidemment, parce qu'on ne rassemble pas toutes les compétences et les qualités. Oui, tout à fait. Je pense que moi, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la vision. J'ai une vision très claire de où je veux aller, mais évidemment, franchement, les finances, c'est pas mon truc. Voilà, par exemple. On pourrait croire que tu maîtrises bien, tu nous as montré un bon tableau. J'aime beaucoup les chiffres, parce que alors moi, que les choses soient claires, moi, et ça, c'est intéressant par rapport à ce que disait Perrine. Moi, mon objectif, c'est d'avoir de l'impact social, mais en ayant une activité commerciale. Pour moi, c'est hyper important d'être validé par le système capitaliste, de montrer qu'en utilisant les règles du jeu du système, je peux avoir un impact social. Donc oui, les chiffres sont importants dans ce qu'ils disent de mon business. Oui. Je suis désolée, donc moi j'ai aussi un peu de TDA. Moi aussi, je perds du fil de ma question. Je vais être sur la lumière, et puis juste sur la lumière, et puis je vais revenir, désolée. Je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je rebondirai sur la prochaine question. Voilà, désolée. Et puis du coup, donc niveau détermination, comment ça se passe? Alors oui, détermination. Donc
c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait d'être femme noire, afrodescendante, etc., moi, en l'occurrence, étant métisse, donc c'est quand même une expérience qui est aussi peut-être différente, j'ai vu ça comme un atout, à comment réussir à peut-être traduire. Depuis toute petite, pour faire un peu le truc cliché, je passais des périphéries de Paris au centre 16e, 13e ou autre, du côté de ma mère. Voilà. Donc j'ai vu un peu les deux côtés depuis toujours, et les deux milieux, et les deux cultures, et les doubles cultures, que ce soit au niveau des classes, au niveau des couleurs, au niveau de tout. Ce qui m'a permis d'avoir une vision 360 des choses et de pouvoir se positionner assez vite sur ce que la femme noire voit, qu'est-ce que la femme blanche voit, enfin, en tant que métisse dans cette expérience, on est très vite témoin. C'est-à-dire que moi, quand j'habite près de la frontière, quand je passais la douane à 5 ans, 6 ans avec mon père, avec ma mère, donc ma mère elle est plus blonde aux yeux bleus, type suédoise, donc on passait tout droit, puis quand je passais avec mon père, on s'arrêtait. Donc c'est des petites choses très petites, 4-5 ans, en tant que métisse, on a la perception du racisme qui est très là. Donc finalement, je pense, et ça c'est après la réflexion, qu'en fait, je me suis dit, au lieu d'en faire, je vais en faire un atout, je comprends comment ça se lit des deux côtés, et en effet, je sais comment peut-être faire passer mon message et cette forme un peu militantisme avec des codes actuels. Mais c'est vrai que par contre, la notion de faire de l'argent pour pouvoir être validé par le système, c'est quelque chose qui est venu bien après, compris bien après, parce que l'élan premier était simplement de changer les choses, et puis changer le regard sur le continent. Dans ce vouloir changer des choses, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie chez toi. Est-ce qu'il y a aussi de la colère? Parce qu'à un moment donné, tu parles il y a de la force. En fait, pas de la colère. C'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie. Je pense qu'il y a une forme au bout de 10 ans, j'en discutais un peu en aparté tout à l'heure, je fatigue peut-être du fait que ça soit toujours... Enfin, pourquoi c'est peut-être le consommateur, pourquoi moi, maman quelconque, de maman seule avec mes 2 enfants, je vais lutter contre un problème sociétal, quoi. Je me dis, j'ai dit aux gens, attention, les wax que vous achetez, mais finalement, le wax, il entre comment? C'est un échelle qui nous dépasse, et en fait, nous, on s'active. J'imagine beaucoup les choses, et je nous vois nous activer tous à l'état de fourmis, comme des malades, à faire des trucs incroyables, alors qu'au-dessus, il y a des gens qui peut-être pourraient faire avoir le même impact en appuyant sur une touche. Et en fait, au bout d'un moment, je disais, je suis dans ma phase rebelle, ça fait 2 mois que je trie plus, donc vous pouvez me dénoncer, mais le pet, le machin, ils m'ont perdu. Je disais, voilà, c'est assez symptomatique en fait, est-ce qu'en effet, mettre le carton là, moi, la petite ménagère, est-ce que ça va être ça l'impact? Et voilà, donc peut-être c'est pas de la colère, mais je remets en question peut-être le fait qu'on n'est pas aidé, et puis que j'alerte les politiques, parce que je pense que ça se passe plus haut que nous, et on a besoin d'encourager. Moi, je disais, des projets comme ça, il faudrait nous mettre à disposition des locaux, il faudrait qu'on nous déballe le tapis rouge, qu'on nous masse, qu'on nous relaxe. Non, mais... Je veux dire, on fait... Non, c'est vrai. C'est vrai. On fait ce que d'autres ne font pas. Enfin, quand on est sur le terrain, on ne se rend pas compte à quel point l'entrepreneuriat, quand on dit résoudre des problèmes, c'est vraiment être sur le terrain H24. C'est quelque chose que... Et il y a une forme de reconnaissance. Alors oui, c'est vrai, quand on commence à gagner des sous, on est peut-être reconnu pour ce qu'on fait, mais une autre forme de reconnaissance qui doit être il y a beaucoup de gens qui ont été découragés, qui avaient des super idées, mais qui étaient découragés parce que je pense qu'on n'est pas aidé. Et puis, notamment dans des pays comme la Suisse, où on sait que l'argent, il y en a. Voilà, moi, c'est pour ça que je viens aussi, parce que j'aurais rêvé, quand j'étais plus jeune, pouvoir avoir ce genre de panel. Savoir comment on trouve l'argent, comment ça se passe, comment on fonctionne, les fondations, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas, qui sont très opaques, pas pour rien non plus. Et à un moment donné, c'est peut-être aussi à nous qui avons ouvert certaines portes, de dire ok, en fait le système il est comme ça se passe. C'est pas des choses qu'on nous apprend forcément non plus à l'école. Et voilà, donc de continuer à le faire, mais de besoin d'être. Et moi j'ai besoin en fait aujourd'hui de l'aide de gens. Mais justement, puisque tu parles de ça, est-ce que tu as pu avoir de l'aide
du canton pour Alors, justement... sur le projet Wax Up, clairement pas. C'est vraiment, si on parle chiffres, D'autres c'est vraiment investisseurs quand même. L'autofinancement et, je ne sais pas si vous connaissez la Fondetech à Genève, c'est un fonds social et solide, enfin c'est un fonds, mais donc on rembourse. Ouais, ok. Donc c'est vraiment... mais après, il y avait aussi une question un peu idéologique au début. On voulait être indépendante. Donc, on ne voulait pas avoir... Parce que le problème aussi, quand on t'est financé, après, tu es regardé. Et ça, on ne voulait pas. Donc, c'était que par nous-mêmes. Là, le prochain projet que je mets en place, qui s'appelle Made in Geneva, qui est un atelier de production textile B2B avec des personnes issues de la migration. Là, je suis partie sur un autre modèle d'entrepreneuriat. Bravo. Donc, c'est pas une SARL. Là, on était en SARL avec la Maison WA. Là, c'est une association. Et c'est hyper intéressant parce que je passe de indépendante SARL, autofinancée, au crédit, tout ce que vous voulez, au pan associatif avec toute la démarche de levée de fonds et tout ce que ça... donc c'est complètement autre chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, il y a tellement de facettes de l'entrepreneuriat qu'en fait, ça peut paraître une phrase, mais de se poser la question sur qu'est-ce qu'on veut faire, ça va nous amener sur certains chemins ou d'autres. Si on fait de l'entrepreneuriat social et culturel, je pourrais aujourd'hui vous donner des conseils qui n'ont rien à voir avec si vous voulez gagner de l'argent. Et ce n'est pas un jugement. Si on veut gagner de l'argent, il y a des chemins qu'on passe. Si vous passez sur l'autre, vous allez vous prendre un mur. Donc voilà. Donc, voilà, il y a plusieurs... Merci. Moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est ces différentes dynamiques de, effectivement, comment on cherche de l'argent, comment est-ce qu'on commence, parce que c'est vrai que, en tout cas, souvent dans nos communautés, c'est pas on n'est pas assis sur du capital. C'est très rare que tout d'un coup, on a hérité ou qu'on a des parents derrière qui peuvent nous initier, soutenir aussi, ou nous soutenir même. Et c'est pour ça que moi je suis Noëlla sur LinkedIn. Et quand j'ai vu passer son post qui disait que Google avait intégré leur start-up, franchement, je me suis dit, mais il faut qu'elle vienne. Mais comment vous avez fait ça d'ailleurs? Comment il faut qu'elle vienne nous expliquer. Non. mais vraiment, on a envie de savoir comment Google, pourquoi Google? C'est vous qui avez contacté Google ou c'est Google qui est venu à vous? Non, en fait, les grandes entreprises aujourd'hui, surtout des entreprises comme Google qui ont fondé une manière de consommer, etc., ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup pris et ils veulent redonner à un moment. Donc Google a plusieurs fonds, ils vont avoir des fonds qui peuvent donner à des associations, ils vont en avoir qui peuvent donner à des startups. Et ils vont venir, en fait, ils regardent le profil, vous passez des entretiens. Donc ce fonds-là, il est par exemple aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Et ils vont venir, je crois qu'on était 800 à s'être présentés. Au final, on a fini, on est 44 et on est 5 en France à avoir reçu le fonds. Bravo. Merci. Donc, ce qui explique un petit peu l'évolution. Donc, en 19 mois, vous avez pu faire toutes ces choses. Ça fait que 2 mois qu'ils sont là. Ils ont mis combien? On a encore... Sylvie. En fait, ils ont mis de l'argent. Votre business plan était vraiment canon. Alors, le business plan en soi, oui, je pense, parce qu'on les a vus beaucoup, on les a traqués, on les a vus beaucoup se balader sur notre dossier. Donc, je disais à Noëlla, le nombre de fois qu'ils reviennent, soit il était tellement nul et se les passe entre eux pour rigoler, soit il est tellement bon qu'ils se les passent pour dire regardez ça. Et donc en fait c'est des entretiens avec l'équipe UK en anglais et vous présentez votre business, surtout la vision, ce qu'ils veulent voir. C'est pas ce qu'on vous présente là, souvent c'est la partie émergée, mais ils veulent voir ce qu'il y a derrière, aller chercher, comprendre. C'est la première fois on a pu s'exprimer avec quelqu'un et dire vraiment toutes les idées qu'on avait dans la tête, du genre on s'arrêtait pas et on va aller jusqu'à là, on va tout tuer. Et c'est à eux, tu dois leur dire ça, parce que quand on parlait un français, on est obligé de le réduire. On redescendait énormément le projet. Et quand ils ont vu la vision, ils nous ont dit, on a beaucoup aimé la vision que vous avez pour l'Afrique, ce que vous voulez donner à l'Afrique demain. On voit qu'elle est grande et c'est pour ça qu'on vous demande d'intégrer. Et surtout, ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez des exemples demain pour pouvoir attirer d'autres profils comme les autres, qui savent que pour résoudre les problèmes, il ne peut pas y avoir que des hommes blancs, cisgenres. Il faut des femmes blanches, il faut des hommes noirs, il faut de tout, parce que c'est comme ça qu'on réussira à résoudre des problèmes dans plein de domaines. Mais ce n'est pas l'argent qui compte le plus avec Google.
Non, mais tu dis ça parce que tout à l'heure. Avec Google, c'est l'accompagnement que vous allez avoir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je demande à Google, je veux parler au numéro 1 d'Air France, ils vont m'ouvrir le carnet, ils vont deux minutes après, tu reçois un mail, 2 jours après, tu as un retour du mec d'Air France et vous faites des affaires. Et en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est ces connexions et surtout, ils nous forment pendant 6 mois. Ils nous donnent des workshops en tout, leadership, enfin de tout, sur leurs propres outils, sur comment est-ce que tu dois te comporter, comment est-ce que tu dois aller négocier tes contrats avec des investisseurs, tout ça, etc. Et c'est ça qui est le plus important en fait avec Google. Et, En tout cas, bravo. Hein. Merci. Juste pour rebondir, en fait, c'est pas pour éluder qu'elle dit que l'argent, c'est pas le plus important. En fait, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Sylvie, c'est souvent les backgrounds qu'on a, on n'a pas forcément des parents qui vont nous donner l'argent, on hérite ou quoi que ce soit. Et aussi, souvent, ce qu'on n'a pas, c'est le réseau, en fait. Et c'est finalement, les gens, ils vont dire que, je sais plus, j'écoutais l'histoire de, je sais plus quel entrepreneur, qui disait qu'à un moment donné, en fait, il a perdu son téléphone. Pour lui, il avait tout perdu parce que c'était ce contact dans le téléphone et c'est le plus important, c'est les réseaux. Et par exemple, Google, là, en l'occurrence, il nous ouvre tout. En fait, tous les jours, c'est comment on peut vous aider, avec qui on va vous mettre en relation et tout. Et j'en reviens à l'importance aussi des moments comme ça, l'importance d'avoir des entrepreneurs comme ça. Il y a ce côté peut-être représentativité. Tout à l'heure, tu parlais de femmes noires. Je ne me suis pas levée en disant que j'allais représenter toutes les femmes noires. Mais par contre, j'ai conscientisé le fait que peut-être qu'il y aurait une jeune fille qui m'écouterait parler ou qui me verrait et qui se dirait aussi pour elle que « Ah, mais je peux le faire, c'est possible ». Donc, quelque part, tous les jours, je sais, c'est pour ça que quand il y a des occasions comme ça, on ne refuse jamais, parce que c'est hyper important pour les générations qui viennent après d'être inspirées. Et si on peut ouvrir la porte, on le fait en fait. Ça, c'est notre rôle. On a des collègues entrepreneurs qui nous disent oui, vous êtes arrivés. On leur dit on n'est pas arrivés. On est dans un marathon et on a juste franchi les premières haies. On vous a ouvert la voie, vous venez derrière et c'est ça qui est le plus important. Parce qu'au final, on sera tous à un niveau où on va ouvrir les portes des personnes et c'est le plus important. L'argent, il y a toujours les moyens de trouver l'argent. Ce n'est pas le plus compliqué. Mais c'est les réseaux, quoi. En tout cas, c'est super motivant. On a vraiment envie de suivre l'aventure et voir comment ça se passe. Vous nous mettez la pression, c'est fait exprès. Ah ben à fond, hein. On va rajouter même. Je voulais juste revenir, votre collaboration à toutes les deux. Donc ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? On va dire que ça fait 15 ans. Parce que vous avez travaillé d'abord en entreprise. C'était ma responsable, c'était ma manager. On travaillait chez un fournisseur d'Internet qui s'appelle Free en France. Et c'était ma responsable. Après, elle est partie de chez Free. Elle a fait une reconversion. Elle a négocié son départ. Et elle a commencé son truc de freelance. Et quand je suis arrivée, je l'ai vue dans l'état où elle était. Je l'ai rejoint. Et elle, après, dans un autre moment, quand c'est moi qui ai commencé, on a travaillé beaucoup avec des maisons de disques. L'univers de la musique, c'était un peu fatigant. Et on s'est fatigué en même temps, mais elle continue encore un petit peu. Et moi, j'ai commencé à regarder un peu plus vers ma deuxième passion, la cuisine. Et un jour, pareil, j'étais au 36e dessous. Et c'est là qu'elle vient me chercher, qui me dit... elle est même pas venue, elle n'a même pas intégré l'entreprise. Je lui avais fait un PowerPoint, comme je vous ai fait là, elle a refusé. Elle m'a dit. Mais est-ce que vous aviez toutes les deux la même vision? Ou alors tu as dû la convaincre? Elle n'était pas du tout dedans. Elle n'était pas du tout. Je vais te raconter comment ça s'est passé. Elle n'était pas du tout dedans. Elle est venue me chercher. Elle m'a dit, il y a un truc où tu peux venir, je vois que tu es fatigué en ce moment, il y a un truc qui t'aide à faire ton business plan en 3 semaines, etc. Et moi, je suis très introvertie, ça ne se voit pas comme ça, j'ai fait beaucoup de travail. Et je lui ai dit, je ne veux pas aller rencontrer des gens que je ne connais pas, parler de mon projet, en plus, surtout à cette période. Si tu veux, viens, tu feras le travail, et moi, je prendrai les notes et je ferai de quoi vraiment bosser derrière. Donc, elle est vraiment venue. C'est elle qui pitchait le projet, c'est elle qui faisait, mais elle n'était pas du tout dans le truc. Et en fait, les gens... En nous voyant pitcher, ils disaient tout le temps Katia Noëlla, Katia Noëlla, Katia Noëlla. Et là, c'était le premier signe que je lui ai envoyé parce que ça faisait longtemps que j'avais présenté le projet, elle avait refusé. Et à la fin, il y a eu ce fameux business plan. Quand elle a vu les zéros, je vous dis, le lendemain, elle parlait en on. On va faire ça, on. Donc, elle a vu l'intérêt. Moi, je trouve c'est intéressant ce coup parce que nous, le couple qu'on formait avec Karine à l'époque, c'est aussi un peu un profil où, et je ne sais pas si Perrine et Caroline, c'est comme ça aussi, mais un profil où il y en a une qui est quand même plus extravertie, plus ambassadrice, qui ira plus parler, et une qui est plus fourmi, qui va faire derrière,
qui va concrétiser la chose. Ouais. Et probablement qu'il y a une espèce de complémentarité naturelle aussi, où ouais. on s'attire, parce que ça ne sert à rien d'avoir 2 fourmis ou 2 extravertis. Parce qu'en fait, il y en a un qui va, allez, la vision, vendre le projet, aller chercher l'argent, et quelqu'un qui gère l'argent derrière. L'argent ou les... ou les ressources, je sais pas. Sylvie, tu parles beaucoup d'argent. D'ailleurs, ça me fait penser à un post que tu as mis sur LinkedIn. Donc, le paradoxe de l'entrepreneur pauvre. Oui, parce que moi, pas en fait, assez riche. moi, je suis en train de me réconcilier avec ma relation avec l'argent. Moi, je viens d'une famille vraiment très modeste. Donc, on a eu des périodes vraiment très difficiles dans mon enfance. Et moi, je me suis toujours dit, moi, je vais me faire de l'argent. Tu veux être riche. Ah oui, moi, je dis... Non, mais tu veux te faire de l'argent ou tu veux être riche? Mais je voulais vraiment ne pas avoir à compter. Vraiment être dans une abondance totale. Ça veut dire que si je veux demain, je dis je prends l'avion, je vais aller à New York, je prends l'avion, je vais à New York. Je voulais... C'est tellement intéressant. C'est pour ça qu'on est toutes une expérience. En fait, on est le fruit de son expérience. Parce que moi, je pourrais presque dire tout l'inverse. C'est-à-dire moi, j'ai pas grandi jamais eu besoin, jamais eu faim. Et du coup, je peux même dire j'ai grandi dans le confort. Si je vous dis j'ai pu aller au Cameroun toutes les années, ça a un coût. Donc j'ai grandi dans ce confort et finalement mon père va me dire mais tu cherches quoi? On est arrivé là, qu'est-ce que tu retournes? Mais en fait c'est ça, c'est exactement. Je pense que l'humain va chercher ce qu'il n'avait pas, ce qui lui manque, un besoin. Peut-être ce qu'il a besoin. Donc finalement, c'est intéressant et on peut le comprendre quand peut-être on a eu un manque à un moment donné de s'être dit mais en fait moi je veux sortir de là. Et c'est vrai que moi, c'était autre chose. Mais par contre, là, j'en ai pas. Je vous ai montré. Trop tard, tu as dit. On a vu les chiffres. Tu nous as pas montré les charges. Si vous voulez lancer votre entreprise. Il faut nous montrer les charges d'abord. Et c'est là que ma relation avec l'argent s'est apaisée. Parce qu'en fait, je me rends compte que ce qui est essentiel, c'est la mission et de faire quelque chose qui me passionne. Même, franchement, pour moi, en plus, c'est un temps. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps ça prendra avant que je devienne cette richissime. Mais ça ne veut pas dire que j'ai plus envie d'argent. Mais au moins, maintenant c'est tranquille. J'arrête de me dire non, c'est une obsession. C'est plus du tout une obsession. Et je prends mon mal en patience. Ou c'est même plus devenu un mal. C'est-à-dire, en fait, Sylvie, toi, ce que tu aimes, c'est faire ça. Donc, vas-y, tu aimes ce que tu fais, ça apporte de la valeur, ça change les choses, ça change des vies. C'est ça, finalement. Donc et puis, mais est-ce que c'est déjà pas une forme de richesse, tout ce que tu apportes? C'est en fait maintenant, le mot, je l'ai appris, c'est le capital symbolique. Moi, je suis riche de capital symbolique. Tu peux toujours pas prendre l'avion pour aller à New York. Mais je peux pas. Ça paye pas toujours le billet d'avion encore. Mais c'est pas grave. Mais ça va venir, on va y croire. C'est vrai que quand on parle de chiffres, moi j'ai fait 5 ans j'ai fait 5 ans dans la santé, j'ai fait 5 ans en comptabilité, j'ai beaucoup changé de domaine dans ma vie, hôtellerie, etc. Et les chiffres, en ayant été ancienne quand même dans la comptabilité, il n'est pas expliqué. Enfin, un chiffre comme ça ne veut rien dire. 1 million, 1 franc, c'est les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un chiffre, et bon, toi tu l'as quand même précisé tout à l'heure. C'est la valeur symbolique qui est derrière. Un demi-million. C'est rien. La personne qui a un demi-million peut avoir moins qu'une personne qui a 500 francs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il faut viser dans son modèle, je pense, un équilibre, un juste équilibre. Et puis savoir est-ce qu'on veut 1 million ou est-ce qu'on veut 10 000, 20 000, 30 000, enfin comment on avance. Mais c'est pour ça que quand on donne des chiffres, faites toujours attention. Quelqu'un dit oui, je suis millionnaire. Moi, j'ai marché avec des millionnaires, des milliardaires. J'ai marché avec des gens qui ont 1 franc. C'est la même chose dans le sens où tu peux avoir 1 million et demain 1 franc, tu peux avoir 1 million et des charges au-dessus de toi et des dettes de plus de milliards. Donc en fait, celui qui a 1 franc, finalement, il est plus riche. Il dort mieux. Que celui qui a endetté. Moins non, mais de c'est pour ça qu'un chiffre, il faut voir derrière soucis, qu'est-ce qu'il y a. Et souvent, les gens on pense qu'ils sont fortunés derrière.
c'est Beaucoup de compliqué. problèmes aussi. Ouais, exactement. Noëlla et moi, on a eu ce Ouais. truc avec l'argent parce que Noëlla, elle est anticapitaliste à fond, de base, elle était. Et moi, en fait, le capitalisme, je m'en fous. C'est de faire de l'argent, tu fais de l'argent. Et en fait, comment est-ce que j'ai réussi à la convaincre de rentrer dans une boîte où elle allait faire beaucoup d'argent? En lui disant, c'est que qu'est-ce que tu vas faire après demain de cet argent-là? Est-ce que je vais aller m'acheter des voitures rouges et rouler avec, ou est-ce que je vais arriver en Afrique et je vais acheter des panneaux solaires et je vais faire... C'est pour ça qu'en fait, dès le début, même avec le chiffre d'affaires de notre propre société, on commence déjà à chercher des solutions avant d'aller chercher des subventions, etc. Parce que, en fait, le but, c'était ça. C'était de faire de l'argent, mais pour faire quelque chose avec cet argent-là. Et donc, oui, et c'est pas honteux de vouloir... Non, Ouais, non, mais bien non. sûr. Et d'ailleurs, moi, je me dis Et aussi c'est une ça. forme de- dans le paradigme actuel, faire de l'argent, ça veut dire tu as réussi ton entreprise. Donc c'est pas... Je ne sais Exactement. pas si c'est une forme de réussite, mais en tout cas, moi, ça fait partie des critères que je me suis donné. Et je me dis aussi que peut-être aussi, je dois construire une maturité pour être prête le jour où j'aurai de l'argent, Ouais, pour exactement. avoir Ouais. l'utiliser correctement. Ouais, ouais, l'intelligence Totalement. financière. Et pas que pour aller à New York. En tout cas, quand tu iras à New York, tu sauras comment dépenser cet argent. J'irai en bateau. Voilà. Bon, oui, ça aussi c'est tendance, donc on va réduire on prendra moins les avions, on va aller en bateau. Je voulais quand même revenir sur la collaboration avec ton associée. Elle n'est plus du tout dans le parage, tu as repris la direction toute seule. Oui, j'ai repris la direction toute seule. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Le divorce, C'est douloureux. qui a eu la garde? Ouais. Bah, la garde, c'est moi qui l'ai eu, vu que c'est moi Évidemment. qui est à la direction. Mais je ne vais pas aller trop... Mais surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est au niveau de la confiance? Est-ce que c'est la complémentarité, vos forces? Qu'est-ce qui a fait que finalement la collaboration s'est cassée? Franchement, je crois que c'est vraiment comme dans des couples. Vraiment. C'est multifactoriel. C'est qu'à un moment donné, bah là, on a des couples qui fonctionnent et qui durent des années, et il y a des couples, mais comme dans la vie, hein, il y a un couple sur deux qui divorce. Ouais. Donc c'est multifactoriel. C'est toujours... Oui, mais maintenant, qu'est-ce Tu qu'on apprend de rebondis. ça? Tu rebondis. Oui. On a vu que tu as fait pas mal de chiffres entre deux. Ça s'est passé quand Non, non, mais non, ça, c'est ça important quand même de dire si en finalement cette séparation a eu de l'impact sur Non, alors le c'est- développement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a eu comme est-ce qu'il y a eu vraiment de Mais l'impact évidemment que la ouais. séparation a un impact sur le développement de l'entreprise, comme la séparation a un impact sur les enfants quand on Ouais. divorce. Et comment on rebondit? Ben, on rebondit par son entourage, par les employés aussi, on continue. Vraiment, je pense que c'est vraiment le parallèle, c'est comme pour la vie. En tout cas, tu n'as pas eu envie de lâcher. Non, mais moi Non. je suis divorcée aussi. Hein. Ouais. Non, mais dans la vraie Non, vie. mais tu aurais pu dire. Non, moi je suis maman solo. Maman solo, j'ai une garde partagée, mais je suis divorcée. Et ce que je pense qui a été le plus compliqué pour moi dans cette séparation de business, c'est que je me suis... Alors c'est bien de se remettre en question, et je pense que c'est une bonne chose, mais je me suis remise en question dans ma capacité à être en partenariat et en couple. Alors même que je ne pense pas qu'intrinsèquement je suis problématique. C'est juste que c'est toujours comment on trouve la complémentarité à un moment T. Parce que c'est aussi dans le contexte. Et j'ai essayé de remettre en question ce qu'il y avait à remettre en question et de garder aussi ce qui n'avait pas besoin d'être mis en question. En tout cas, cette complémentarité a été nécessaire Oui, pour le démarrage de l'entreprise. clairement. Et puis finalement, voilà, donc il fallait continuer. Donc les visions ont peut-être changé. Et puis voilà, la vie continue. La vie Est-ce continue. que c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est quoi la vision pour la suite? Moi, je crois que je l'ai dit, hein, je veux faire de l'argent. Hein. Bien. Sa vision, c'est des dollars. Non, moi, franchement, pour moi, ce qui est vraiment très nourrissant, à part ça, c'est le retour des clientes. Et ça, franchement, d'être dans les salons, et ça, j'ai évoqué avec Rose quand elle dit être aussi, elle aime beaucoup être dans ces magasins. Et je pense que c'est ça, en fait, que tout d'un coup, quand on a régulièrement des clientes qui témoignent et qui disent à quel point elles sont reconnaissantes pour le concept, ou d'autres aussi qui nous remettent en question parce que, dernièrement, moi, à propos de ces histoires d'argent, il m'est arrivé deux choses.
Une, c'est une coiffeuse qui a démissionné parce qu'elle trouve que je mettais trop de pression sur le chiffre d'affaires. Ok. Et là aussi, je me suis remise en question sur, finalement, qu'est-ce qui est de l'ordre du management et qu'est-ce qui est de l'ordre des coiffeuses, comme les parents, de nouveau. Est-ce qu'on dit à ses enfants, j'ai peur de ne pas pouvoir payer le loyer? Je ne crois pas. Non. Et puis ça, c'est la même chose. Les employés, la même chose. En fait, c'est contre-productif et ça, j'ai appris aussi. Et puis aussi, un retour d'une cliente qui me dit, moi, je crois que j'ai un peu senti, à travers l'attitude de la coiffeuse, la pression que tu leur mets. Et là aussi, je dois me remettre en question, de dire, oula, il y a un souci. Ouais. Parce que l'objectif, c'est vraiment que les clientes viennent et se sentent écoutées, comprises et amenées sans aucune pression autour de ce qu'elles ont envie de faire avec leur chevelure. En tout cas, ça se travaille justement avec ce genre de retour. Oui. Donc, tu as pu te remettre en question et tu as l'impression que ça marche, ça fonctionne bien maintenant? Oui, je crois. Ouais. Non, mais dans le sens où Il n'y en a pas d'autres qui ont démissionné? Non. Je pense qu'en fait, moi, perfectible, je le suis, évidemment, comme nous toutes. Hein. On n'est pas parfaite. Mais je pense que l'objectif, c'est de toujours être demain, je serai une meilleure personne qu'aujourd'hui. Ouais. Et dans 10 ans, oula. Donc, en tout cas, une remise en question, surtout quand, donc une remise en question, surtout quand on a beaucoup de collaborateurs comme ça. Oui, mais je crois que c'est nécessaire. Je crois que c'est intelligent. Ouais. Super. Je voulais quand même poser la question. Toi, tu as 3 casquettes, 4. Tu es directrice de tribu urbaine. Tu es maman. Oui. Tu es aussi fondatrice de Mélanine. Fondatrice on est on est plusieurs, ouais. Et quoi d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais comment tu fais pour allier ces 3 fonctions? Ben, je pense qu'aussi je me retrouve un peu dans les profils de tout le monde là. Comme Perrine, je pense que j'ai probablement plus d'énergie que la moyenne. J'ai un profil un peu de comment on dit, hyperactif. Je pense qu'il y a de ça. Et surtout, moi, j'aime beaucoup cette phrase, je crois, de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Moi, c'est toujours comme ça. C'est toujours, je me lance dans quelque chose et c'est quand je suis dedans, je dis « En fait, c'est pas possible, c'est impossible, c'est trop tard, je suis dedans ». En tout cas, bravo. Bravo pour cette énergie. En tout cas, tu le redonnes bien et puis c'est top. Katia. Il ne faut pas que je me mélange. Noéla. Et pour vous deux, est-ce que vous êtes aussi à 100%? Vous avez d'autres choses à côté, hormis cette entreprise? Vous faites autre chose aussi? Dans Fresh Africa, on est à 350%. Ouais. Sachant qu'on avait des activités avant et on a vraiment tout lâché pour être à 100% dans Fresh Africa. Comme je disais tout à l'heure sur scène, c'est vraiment un projet qui vient des tripes et on ne pouvait pas ne pas faire d'autres choses à côté, quoi. Même si, comme elle disait Katia, au début, moi, je menais encore 2 activités. J'étais encore dans notre agence de com un peu, mais je me rendais compte qu'il me fallait Quand je basculais sur Fresh Africa, il fallait puiser de l'énergie pour être encore. Donc, on s'est mis à 100% dessus. Et après, moi, comme elle a dit, Katia, on va dire, je suis très créative, j'ai le profil créa, je suis photographe, vidéaste. C'est moi qui vais gérer la direction artistique, entre autres, de ce que l'on fait. Et comment je fais? C'est juste que je prends du plaisir, en fait. J'ai toujours fonctionné comme ça. Si je ne prends pas de plaisir, je n'arrive pas à produire. Et ce projet est tellement vital dans l'ADN que je prends du plaisir tous les jours, en fait. Et finalement, c'est ça mon carburant. Après, je ne vais pas mentir, il y a des jours où je suis fatiguée, je suis mentalement fatiguée, mais il faut trouver ces moyens-là. C'est aussi important parce que dans l'entrepreneuriat, on vend ce rêve surtout dans le milieu start-up, je trouve que c'est un peu toxique d'ailleurs. C'est tu te lèves à 4h du matin, tu vas à la gym, je lis 5 bouquins, après je dors 2 heures par nuit, etc. Mais c'est du mensonge en fait. Si tu ne te reposes pas, il faut se reposer mentalement et physiquement. Donc il faut accepter, il faut s'écouter, il faut accepter qu'il y ait des moments où on n'est pas au top. Et ces moments-là sont nécessaires, surtout quand on a des équipes derrière.
c'est important aussi qu'on soit là, qu'on soit présent. Il faut partager avec eux. Et voilà, quoi. Comment je fais? Je prends du plaisir. Et quand il faut aller chercher des ressources ailleurs, je vais chercher des ressources ailleurs. Donc, en tout cas, c'est la passion et la notion de plaisir qui vous drille, en fait, dans cette aventure. Et je pense aussi que dans Fresh Africa, on se retrouve à faire... On a toutes nos passions qui sont mélangées dedans. En fait, moi, des fois, on va faire des contenus, je vais cuisiner, donc je vais faire de la cuisine. Du droit, j'en fais tout le temps. Je suis passionnée par le droit, c'est pour ça que j'en ai fait. Je me retrouvais à traiter les douanes, à traiter, je sais pas, les contrats avec les producteurs, tout ça, etc. Donc, en fait, on retrouve toutes les passions qu'on faisait à l'extérieur. Ouais. On les a dans un seul truc, en fait. On a tout en un, et donc, du coup, il n'y a pas besoin d'aller chercher... j'ai pas besoin d'aller chercher à faire du droit dehors parce que je suis pas assez excitée par le droit ici. J'en fais là, en fait. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là qui fait que on se fatigue pas parce qu'on a toutes nos passions qui sont là. Elle fait de la photo, elle continue à faire de la vidéo. Des fois, c'est pas forcément elle qui va exécuter, mais elle va se passer du côté DA et donner les infos pour l'équipe, etc. Donc, on continue à faire tout ce qu'on faisait avant, quoi. Et toi, Perrine, tu as aussi, donc, tu parlais de tes projets, ce que tu vas faire à côté, donc, tout prochainement. Je n'ai pas très bien retenu. Ouais, alors moi, à l'instant T, je suis 60%, je suis gestionnaire à l'État, dans la migration. 40%, je suis responsable de l'atelier Studio Made in Geneva, qui va voir le jour. Il reste plus de pourcents, mais j'en ai rajouté. Du coup, à entre 20 et 100% dans WhatsApp, 20 et 100% dans Africa Lab. Et je suis maman aussi. Ouais, donc, je vois ça. Ouais. Et donc, comment tu arrives à allier tout ça? Alors, clairement, pas diagnostiquée, mais clairement hyperactive, ça c'est sûr. Et en même temps, on nourrit l'énergie qu'on est. Et puis la passion, enfin voilà, ça c'est clair que je pense que c'est quand on est passionné, et aussi je suis pas seule, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui après 10 ans, on est un collectif de 5, on a un réseau, je sais pas, de 40, 50 personnes, on est devenu limite une famille, ce qui est bien d'un côté et d'un autre côté qui peut être aussi très compliqué. Mais non, on n'est pas seul. Donc, en termes de se ressourcer, de se redonner le courage, notamment avec ces périodes de Covid qui ont été très, très dures, là, en effet, quand on n'est pas seul dans son entreprise, ça change la donne. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous direz qu'est-ce que vous pouvez nous dire vraiment les avantages et les avantages de ce que vous faites, d'entreprendre, et puis finalement, les défis que vous avez, est-ce que... on arrive à en retirer quelque chose? C'est quoi les avantages d'être entrepreneur? Mais bien sûr, franchement, je crois que c'est ce qui se dit. C'est qu'en fait, on a la chance, toutes, je crois, de pouvoir faire une activité qui nous passionne. Qui nous passionne, qui fait qu'effectivement, on ne compte pas les heures parce que finalement, c'est du plaisir. En fait, on n'a pas l'impression de travailler. Ouais. Alors, oui, c'est paradoxal ce qu'on dit, c'est qu'en même temps, on est consciente qu'il faut qu'on résolve des problèmes, qu'il faut gérer des employés, qu'il y a cette pression, mais il y a ce truc où tout d'un coup, les heures passent et c'est chouette, quoi. Mais est-ce que le fait quand même de devoir assumer seul, entre guillemets, donc même si vous travaillez en groupe, mais le fait de devoir quand même assumer seul, faire attention au salaire, faire attention aux charges, ça c'est quand même pas... Alors moi je pense que pas tout le monde, comme Rose Davis, elle disait oui, le risque, etc. Moi je pense qu'il y a quand même des profils. Je pense que je pense qu'il y a des profils. Pas tout le monde peut se lever un matin et dire je vais devenir entrepreneur. Il faut supporter le risque, il faut supporter l'incertitude, il faut... je ne sais pas comment décrire le profil. Je pense que c'est pour ça que quand on a une idée, parce qu'on a tous des milliers d'idées, c'est de savoir qu'au moment où on passe de l'idée, donc la vision, à l'application, de se connaître, de savoir, voilà, enfin, moi je vais être porteuse des idées, mais peut-être que, je prends mon exemple, Caroline, c'est elle qui choisit les designs des textiles, donc c'est elle qui va plus sur le continent. Moi, plein de fois, j'étais là, et pourquoi moi, je ne vais pas sur le continent choisir les textiles? En fait, parce que tu ne sais pas projeter un textile sur une jupe, quoi. Donc, où est la force de chacun. Et en fait, c'est là où après, ça devient vraiment un extrême plaisir. C'est qu'en fait, du moment qu'on a sa bonne place dans l'entrepreneuriat, c'est des jubilations, parce que c'est comme, moi j'ai fait longtemps du basket, quand on est à son bon poste, mais c'est incroyable. Si vous n'êtes pas au bon poste, vous souffrez tout le match. Et c'est un peu ça, c'est de définir, ok, j'ai cette idée,
avant même les financements, tout ça, il y a tout un travail en amont qu'on ne fait pas, mais qu'on devrait faire. J'ai cette idée, dans quoi moi je suis bonne à l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'on ne développe pas des compétences, mais aujourd'hui je suis bonne dans quoi pour ce projet. Et ce n'est pas la même chose de dire j'ai envie et je peux. Parce que des fois on a envie de faire, mais peut-être on n'en est pas capable. Et il y a beaucoup d'ego là-dedans. Donc c'est vraiment de se dire, voilà, moi j'ai cette idée, je suis bonne à ce poste-là. La personne, je cherche une personne à ce poste-là parce que je ne suis pas, etc. Donc c'est là où ça devient après moins contraignant. Parce que si on se met un poste où on n'est pas doué, là, ça peut être, on peut ramer, quoi. Vous avez l'impression d'avoir grandi avec cette aventure, avec vos aventures, entre le départ et maintenant? Grandir. Est-ce que tu t'es découvert des forces, des compétences? Tu t'es découvert je pense que niveau force, compétences, pour se lancer, il faut les connaître, il faut savoir ce qu'on veut faire. Mais par contre, on découvre beaucoup de nos faiblesses cachées quand on est dans l'entrepreneuriat. En fait, il y a des choses que tu vas découvrir que tu ne savais pas que tu avais, en fait. Et heureusement que tu sais que tu peux être résiliente, tu peux les dépasser, les surpasser. Je trouve qu'on découvre, moi, perso, j'ai découvert beaucoup de mes faiblesses dans l'entrepreneuriat. Les forces, je pense que je les avais déjà. Tu t'es découvert d'autres forces, des compétences? Tu en as développé d'autres? Oui, tout le temps, enfin tous les jours, faiblesse, force, faiblesse. Après, c'est trouver ce juste équilibre, quoi. Et ce qui fait qu'après, on avance mieux. Mais c'est vrai que oui, j'ai appris, je vois mes faiblesses, je vois ma force. Et comment les deux, main dans la main, elles avancent, parce qu'il ne faut pas se dire qu'on va être que fort ou que faible. Voilà, après, c'est toutes ces zones de vulnérabilité, etc. Notamment en tant que femme entrepreneur, moi récemment dans un endroit où on lève des fonds, j'étais vraiment stressée. Et puis, un des directeurs m'a dit, mais vous savez, en fait, généralement, à 90%, quand une femme vient, elle obtient. Puis je dis, pourquoi favoritisme? Il me dit, non, en fait, la femme, avant de se lancer, elle a tellement préparé que déjà, il y a on perd 60% qui ne vont jamais oser. Son truc est prêt à mettre de côté, c'est prêt à mettre de côté. Alors que les hommes vont beaucoup plus se lancer et puis construire. Comme j'ai mis l'autre jour un post Facebook, le gars de LinkedIn disait que l'entrepreneuriat, c'est de se jeter de la falaise et de construire l'avion dans la descente, quoi. Et ça, pour une femme, mais c'est un film d'horreur. Exactement. Alors que l'homme qui entreprend, elle a dedans. Il y a pas il va. Et je crois sauf erreur, hein, si quelqu'un connaît le chiffre peut me contredire, à Genève, je crois qu'il y a par rapport à 100%, c'est 10% de femmes seulement qui entreprend. Et c'est pour ça que oui, c'est dur, mais il faut encourager cet entrepreneuriat. C'est hyper important qu'on nous voie et qu'on voie des femmes entreprendre, parce que je crois que même les gens qui donnent l'argent sont très contents quand il y a des projets portés par des femmes, parce qu'il y en a très peu. Et ça, souvent, on ne pense pas. Donc voilà, quoi, de se dire que, ok, oui, on a nos faiblesses, nos vulnérabilités de femmes noires, de femmes afrodescendantes, et tout ce qui aussi, voilà, qui sont en nous, qui ne sont pas évidentes des fois quand on est dans ces entrepreneuriats-là. Bien sûr. Mais il faut y aller, et puis on a aussi toute cette puissance qui nous permet d'ouvrir les portes, quoi. Donc trouver ce juste milieu. Une dernière question, on arrive gentiment au bout. Est-ce que s'il fallait recommencer, il y a des choses que vous ferez autrement? Des décisions, des choix de collaborateurs, d'associés? Non. Non. Super. Non. Bravo. Alors, votre succès, vous l'avez. Je me permets de faire une suggestion, vu qu'il est 5h10. Peut-être que le speed dating, si les gens sont OK, on le fait en mode tout le monde pose les questions à tout le monde. Si ça va aussi pour vous. Oui, comme ça arrange un peu tout le monde, je pense. OK. Alors en tout cas, merci beaucoup Nicole, et puis merci les filles, franchement, merci pour ce partage, parce que c'est pas toujours simple de se livrer, mais grâce à vous, j'ai beaucoup appris, et je pense que les gens, ils ont plein de questions pour vous. Alors, comme vous savez, mesdames et messieurs, nous avons eu la phase de découverte, on a eu la phase de séduction, maintenant il va être temps d'affirmer s'il y a des matchs. Hein et poser des questions plus sensibles. Et on va confirmer les attirances. Hein. On espère que vous avez fait vos devoirs et que vous avez des questions pour ces dames. C'est le moment.
Merci pour tous ces partages et ce panel très édifiant, très dynamique. Alors j'aurais une question pour toutes les quatre. Toujours dans l'idée du dating, si vous avez de manière assez synthétique des leçons puisque vous êtes toutes vous avez été ou êtes dans des associations, en fait, enfin, associations, partenariats entrepreneuriales, les leçons à retenir ou les best practices pour décider de s'associer avec quelqu'un, ce qui pour vous marche très bien, ce qui ne marche peut-être pas, etc., pour les personnes qui voudraient le faire. Moi, j'ai eu beaucoup de collaborations défectueuses. Non, ça se dit pas du tout. Oui, collaborations défectueuses, non, qui n'ont pas abouti, qui sont désastreuses. Bon, pas jusque-là, mais bon, je sais pas le juste. Infructueuses, voilà. Et quand nous, on a en plus, on est pignon sur rue, hein, donc Africa Lab, Concept Store, limite centre d'information aussi. Donc on reçoit beaucoup de mails, beaucoup de gens qui ont des projets, qui veulent collaborer. Ça, c'est vraiment notre quotidien. C'est beau dans un certain sens parce que ça veut dire que les gens sont créatifs, etc. La collaboration, pour moi, elle se pose vraiment sur les valeurs. C'est-à-dire vraiment de se poser la question qu'est-ce que tu cherches ? Vraiment, qu'est-ce que tu cherches ? Collaborer avec toi ou pas, c'est vraiment qu'est-ce que tu cherches. Et plus toi, tu vas savoir ce que tu cherches, plus quand la personne arrive vers toi, tu vas tout de suite pouvoir lui dire ton projet est intéressant, mais c'est parce que je suis en train de chercher ou en train de faire, quoi. Donc c'est vraiment au niveau plutôt au-delà de l'idée, si c'est rouge, c'est jaune, c'est vraiment au niveau des valeurs et de l'objectif. Vraiment cet objectif, même s'il évolue, des fois il s'ajuste au fil du temps, il y a quand même un objectif de base qui ne doit pas bouger. C'est ça qu'on doit souvent, moi je trouve que c'est sur ça souvent que ça se passe bien ou pas. Quand on n'a pas la même vision, le même objectif, les mêmes raisons d'être là et de faire ça, ça peut être compliqué. Moi, je rajouterais qu'il faut aller chercher la personne pour ses compétences. Par exemple, Noëlla, on se connaît depuis longtemps, on a eu plusieurs aventures, mais à chaque fois qu'on s'est alliés pour l'entrepreneuriat, on l'a fait parce que moi, je pouvais résoudre un problème ou remplir une faiblesse qu'elle avait, et vice-versa. Quand je suis partie la chercher, c'est parce que pour moi, en marketing, il n'y a pas mieux. S'il y avait quelqu'un de mieux, j'aurais été chercher l'autre personne. Mais c'est pas parce que j'ai pas cherché Noëlla, l'amie ou la personne avec qui j'avais déjà travaillé. Et la preuve, elle m'a laissé commencer le projet toute seule. Mais parce que je savais qu'en termes de marketing, il n'y a personne qui pourrait soit aussi exprimer autant ce que moi j'avais dans la tête. Et Noëlla, en fait, elle rend réel ce que moi, souvent, j'ai dans la tête. On dit souvent que moi, je vais avoir la vision et elle conceptualise, en fait, elle le rend vrai. Et donc, et souvent, quand je vais arriver parce que j'arrive avec sans idée, la pauvre, je vais arriver avec des trucs. Des idées folles. Qu'on peut croire folles au début. Tu vois, par exemple, les NFT ou tout ça. Elle va me demander, elle va me dire, mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Et en fait, elle me cherche jusqu'à la frustration, elle va les pousser. Et une fois qu'elle a saisi le truc n'est même plus à moi. C'est bon, c'est parti. Ok, techniquement, ça va se faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. Et un des trucs que je voulais, ou que je pense qu'il est important aussi dans une association, c'est d'être super juste. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, des leurres qu'on a pour les investisseurs. On va avoir, les investisseurs n'aiment pas les boîtes à 50-50. Donc on n'est pas à 50-50 sur le pacte. Mais on a un pacte entre nous qui fait que j'ai 1% de plus, mais ce 1% il lui appartient. Ça veut dire que demain, si on vend notre entreprise à 10 milliards, elle va récupérer ces 1% au prix de base, c'est-à-dire 1 euro. Je ne vais pas lui faire vendre à tant de milliards. Donc, en fait, ça, c'est un truc... donc, être super juste avec la personne en face. Je ne me dis pas que parce que l'idée vient de moi, etc., il faut que ce soit moi qui porte le projet. C'est une question d'équilibre. Rechercher l'équilibre dans tout. Dans ton association, l'équilibre, ça va être de... Moi, je penche de ce côté-là. Elle, si elle ramène ça, ça va pencher là, ça va mettre le truc droit. Et en fait, c'est comme ça que je vois
que je vois le truc. Et j'admire les gens qui me disent j'ai trouvé mon associé dans une soirée networking. Waouh, super, bravo. Je ne sais pas comment ils font. Je sais pas. Et en fait, en même temps, de notre côté aussi, c'est super dur de se dire je suis associé avec une amie parce que il faut installer des moments où c'est des moments d'amitié. Parce que quand on est entrepreneur, on pense tout le temps des entreprises. Et il y a des fois, il y a une fois par semaine, c'est des moments que là, il n'y a pas de travail. On ne parle pas de travail. Des fois, elle essaye de... Non, on ne va pas plus loin. Et en fait, il faut faire que ce qui a fait qui était notre base, qui est cette base d'amitié, on la conserve tout le temps et qu'on ne devienne pas que deux femmes d'affaires qui travaillent ensemble comme femmes d'affaires. Parce que sinon, on va perdre tout le reste. Voilà. Je suis à 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, donc merci vraiment. Et moi, personnellement, je déconseillerais de faire de l'entrepreneuriat avec des amis. Enfin, vraiment... Alors après, typiquement aujourd'hui, moi je parle même de famille, c'est devenu comme ma famille. Moi je suis la marraine de la fille de Caroline, enfin, mais à la base on n'était pas des amis. Et les petites collaborations que j'ai pu faire avec des amis, c'est toujours enfin moi j'ai pas vu de réussite, j'ai pas autour de moi, de ce que j'entends. Donc des fois on a envie parce qu'on se sent à l'aise avec les copines, les amis, on démarre, mais pour moi ce serait vraiment le truc à éviter, quoi, à éviter. Moi, je dirais, je ne vais pas me prononcer sur ami, pas ami, mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec ton point sur les valeurs et je pense que c'est essentiel. Sur la complémentarité, je pense que c'est essentiel. Et moi, je rajouterais la confiance. Il faut avoir une confiance, mais genre, savoir que si la personne fait un truc ou va faire un truc, tu sais que confiance. Donc vraiment, moi, je dirais valeur, complémentarité, confiance. Et puis là, je pense que tu as le combo... Oui, c'est vrai, mais moi, dans valeur, quand j'entends Perrine parler de valeur, j'entends vraiment dire, est-ce qu'on a envie de la même chose, d'aller dans la même direction? Déjà, ça, c'est quelque chose où il faut qu'on soit raccord. Et ensuite, il y a effectivement la confiance qui est hyper importante. Après, les contrats aussi. Des fois, on a peur de ces histoires de contrats. Bon, du coup, c'est génial parce que toi, tu es juriste de formation. Nous, au début, moi, je disais non, mais bon, on va pas signer de contrat. Je disais toujours non, mais enfin, ça fait. Alors qu'en fait, le contrat nous aide, en fait, vraiment. Et ça peut être, il faut pas avoir peur, c'est 46 pages. Non, des fois, c'est même une page. Vous mettez des choses. Au moins, ça nous. Là encore, pour mon nouveau projet. C'est la sœur enfin, c'est un peu un cercle proche qui vient faire un stage, donc j'étais un peu... Puis je me suis dit, en fait, on va poser les choses comme ça, sous contrat, si ça fonctionne. En fait, à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, le contrat nous aide c'est plus nous, c'est lui qui gère. Et ça, c'est vraiment important. Au début, on a un peu peur. On se dit, oh, les contrats, c'est que pour les grosses entreprises, quand on fera de l'argent. Non. Les petits contrats, tout simples, ça peut aider. De rappeler ce qu'elle a dit, Rose, qui travaille en collaboration avec son mari, qui quand même, elle passe toute sa vie avec. Ouais. Mais elle a dit une chose importante, c'est que chacun avait sa place. Il faut que chacun ait sa place aussi. C'est tellement important. Là aussi, c'est important. Qu'il y ait vraiment des tâches spécifiques à chacun. Ouais. Une autre question? Je vais commencer ici et je reviens là. Bonjour à tous, merci beaucoup pour vos partages. Je m'appelle Nana, je suis de Fribourg, je suis également entrepreneur et j'ai beaucoup aimé ce que Noéla a dit sur le réseau, que le réseau est beaucoup plus important finalement que l'argent. Et je voulais savoir votre expérience, comment faire pour construire un réseau qui fonctionne et qui nous permet d'être propulsés en avant. En fait, pour moi, le réseau, c'est comme une plante en fait, que tu vas nourrir, qui s'entretient, qui grandit. Et quand tu construis ton network, il ne faut pas se dire tu viens, tu prends. En fait, on peut toujours s'apporter des choses. Et voilà, après, je ne sais pas, le réseau, ça se fait assez naturellement. Ça peut être sur LinkedIn. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien, c'est se rapprocher de la personne, commencer à échanger avec elle et se dire qu'à un moment donné, tu vois, par exemple, là, il y a 2 jours, on était à un événement qui s'appelle le Big. C'est un gros truc en France, une fois par an. Tu as le président qui vient, qui parle. C'est organisé par la BPI, la Banque d'investissement.
Voilà, la banque d'investissement pour les entreprises françaises. Donc, c'est une grosse fête de l'entrepreneuriat. Et on était avec des potes qui sont devenus des collègues à nous, qui étaient dans la promo 1 Google, et on est dans un même programme ensemble. Et en fait, toute cette journée, tout ce qu'on a fait, c'était, on allait à une interview, on appelait, est-ce que tu veux faire cette interview, ça t'intéresse ou pas? Ah oui, mais telle personne, je pense que ça peut vous servir pour votre projet. On fait l'intro. Mais en fait, on n'a fait que ça toute la journée, se faire des passes. Et ça, clairement, c'est le network, en fait, tu vois. Et ça n'a même pas été calculé. C'est de se dire, en fait, il y a un mot, c'est des alliés, c'est une équipe que tu vois la référence de l'équipe de basket. Dis-toi que c'est une équipe que tu es en train de construire et chacun, on a une force, on a notre agenda, on le partage et on avance tous ensemble en fait, tu vois. Et c'est comme ça. Mais se dire, je viens, je prends, pour moi, c'est pas comme ça qu'on construit un bon réseau qui marche. C'est je donne avant tout. C'est give, tu give en fait, tu vois, avant de l'avoir quoi. Après, c'est vrai que cette notion de réseau, moi, je vois mon père très jeune, il me disait, ma fille, la vie, c'est pas les études, c'est les contacts. Je comprenais pas, je disais, mais quoi? Il dit, non, la vie, c'est pas les études, les diplômes, c'est les contacts. Et quand on allait quelque part manger ou autre, avec quelqu'un de plus ou moins important, après, il me disait, au bout d'une semaine, il disait, tu as appelé? Tu as dit merci? Et puis moi, voilà, bon, j'ai quand même grandi ici, donc toute cette notion-là. D'ailleurs, cette notion sur le continent, elle est beaucoup plus instinctive. Cette notion de réseau et de contact. Tu ne peux pas rester seul comme ça des mois sans donc, de facto, ici, on doit le réapprendre, en fait. Et moi, je pense que le réseau, une fois qu'on en a conscience, comment faire le réseau, c'est l'entretenir. Comme elle parlait l'image de la plante. C'est-à-dire que tu manges avec... Par exemple, là, aujourd'hui, on est en train de faire du réseau. Peut-être que sur 25 personnes, il y en a une demain qui va peut-être nous écrire un mail, dire, voilà, on était là, ensemble. Ben, la personne qui fait ça, c'est qu'elle a déjà cette notion de réseau. C'est vraiment de voir où c'est intéressant et puis de commencer à nourrir cet échange. Nous, on le voit, par exemple, dans WhatsApp, chaque fin d'année, on envoie à nos partenaires une carte de vœux à la fin de l'année avec un chouchou en wax ou quelque chose. On entretient, dès qu'on a eu conscience de ça, on entretient, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un gros réseau parce qu'on l'entretient vraiment souvent. On fait des petites attentions, on pense à vous. Parce que sinon, il faut faire attention, des fois, la personne peut aussi penser que vous venez que quand vous avez besoin. Et le réseau peut être vite grand, mais vite, vous pouvez être mal vu par rapport à ce réseau-là. Donc l'entretien de ces réseaux est aussi subtil, c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas justement que venir prendre, c'est aussi de donner, ce qu'on fait aussi. Voilà. Moi, je rajouterais une dernière chose. On a la chance d'être dans un monde où on veut encourager l'entrepreneuriat, on veut encourager le réseautage, tout ça, etc. Tu as des incubateurs maintenant, tu as des programmes que tu peux intégrer, etc. Nous, on a commencé au départ, quand on allait au Cameroun et au Congo, on appelait tonton, on appelait tata, qui connaissait un tel, etc. Maintenant, on devait aller au Sénégal, on appelle la BPI. La BPI, vous avez qui sur place? Ok, on a quelqu'un qui est en charge au Sénégal, qui te met en contact avec ça. Et c'est en rentrant dans un programme qu'on a eu accès à la BPI, etc., etc. Donc on est passé d'un réseau naturel, ce dont elle parle, mais il y a quelque chose de plus... il y a des organismes qui sont là pour te créer ce réseau. Station F, par exemple, on y est rentré en partie parce que... on arrivait, on était deux filles noires qui faisaient dans la tête des gens du social, mais on faisait de la tech, il fallait prouver qu'on faisait de la tech, et c'est en rentrant dans le plus grand incubateur autour de la tech qu'on a rencontré en fait des gens qui ont fait grossir notre idée, etc., et ça nous a donné une stature. Donc il ne faut pas négliger tout ce qui est institution, les petites choses que tu vas voir à droite à gauche. Tu vas commencer par un petit incubateur. On a commencé par un incubateur tout petit. Et le deuxième, c'était Station F. Et maintenant, c'est notre réseau derrière. Je pense que Google nous prend aussi parce qu'on est à Station F, parce que bizarrement, tous les 5 personnes qui sont passées par Station F. Donc, tu vois, il y a ce truc-là derrière qui fait aussi que tu vas agrandir ton réseau en rentrant dans un petit incubateur, puis un plus grand, puis etc., etc. En France, pour ça, au niveau de l'entrepreneuriat... je ne sais pas comment c'est ici, désolé, mais nous, là-bas, c'est... là-bas, c'est l'Eldorado. Donc, venez en France au moins pour ça. Après, vous reviendrez ici. Il y avait encore une question par ici, et je pense que ça va être la dernière qu'on va prendre, et puis on aura la possibilité de continuer à parler au temps d'apéro.
Il y a 2 questions. Et encore 2 questions. Non, 3. Parce que moi, j'en ai une. Alors, Allez-y, les 3 allez. Bonjour mesdames, merci pour cette merveilleuse rencontre. Je viens du sud de la Suisse, du Tessin, et j'ai vécu ici à la Chaux-de-Fonds. C'est une ville que j'admire et je me réjouis de participer à cette rencontre. Bravo, nous avons toutes une seule idée de nous sensibiliser mutuellement pour savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous voulons et surtout de ne pas perdre nos valeurs. L'Afrique a besoin de personnes comme vous pour pouvoir le réveiller, pour pouvoir le développer. Donc, je voulais poser une question à Sylvie pour savoir la formation que vous faites avec vous avez des apprentis, ce que je viens de voir. Oui. Est-ce que c'est une formation qui dure combien de temps? Et est-ce que c'est une formation reconnue par l'État suisse ou bien c'est des genres d'apprentissage que nous connaissons ici? Alors, les apprentis qu'on a, c'est des apprentis qui font un CFC. Ça veut dire qu'ils vont à l'école comme un CFC normal, sauf que nous, dans le cursus, vu qu'ils travaillent dans le salon tribu urbaine, ils voient des chevelures texturées. Et paradoxalement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on s'assure qu'ils soient aussi parfaitement à l'aise sur des cheveux lisses. Ça, c'est une formation, vraiment, c'est un CFC. Ils sortent de chez nous, ils ont un CFC. On essaye de les retenir, mais si ensuite ils vont travailler ailleurs, ils ont leur CFC. Après, il y a c'est de la formation continue. Ça veut dire qu'il faut déjà être coiffeuse pour pouvoir être formée par tribu urbaine. On peut pas, c'est pas si vous êtes passionné de coiffure, vous vous dites je veux faire une formation, vous venez chez nous. Ça va pas, ça c'est pas possible. C'est vraiment une formation où vous êtes coiffeuse et nous on apporte des modules qui vous permettront de travailler sur du cheveu texturé. Mais pas, si vous n'êtes pas coiffeuse, nos formations ne vous servent à rien. Bonjour. Alors, je vais essayer de faire court. En gros, moi je suis très convaincue que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice du monde, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y a des côtés dans le fait d'être salarié que je déteste, mais je ne suis pas hyperactive. Donc ma première question, c'est est-ce qu'il faut vraiment être hyperactive pour se lancer? Et puis la question qui est un petit peu plus importante quand même, et puis hyper concrète, c'est où avoir des informations sur la différence entre associations, collectifs, entreprises, cabinets, par exemple, de thérapie. Parce que moi ce que Perrine, vraiment Perrine, je suis hyper inspirée par toi. Si jamais, hein. Vraiment, le truc de, oui, en effet, j'ai besoin d'argent pour vivre, mais en même temps, m'inscrire dans le capitalisme sans trop réfléchir, non mais attends, il faut que je fasse gaffe, je suis en train de me bouffer la tête avec ça. Et du coup, je me dis qu'en fait, si je savais quelles sont les différences pour me dire, en fait, ça convient pas avec cette structure-là, j'arriverai pas, moi, en fait, me mettre là-dedans, ça va peut-être m'aider à naviguer en fait dans le truc. Parce que par exemple, j'ai pensé à faire de la thérapie et après je me suis dit mais moi je peux pas aller par exemple dans un endroit où il y a déjà des personnes et j'aurais une sorte de chef au-dessus parce que je rentrerais sans m'en rendre compte dans du salarié. J'ai pas super entrepreneur. Hein. Tes questions, c'est déjà... Merci beaucoup. Donc voilà, hyperactivité. Et puis où est-ce que je trouve les infos des milieux dans lesquels je vais faire pousser mon truc pour savoir où m'inscrire. Voilà. Oui, alors je ne sais pas si je réponds comme ça, mais en tout cas avec plaisir, si tu veux, on peut échanger, je te donne mon email, mon téléphone. Il faut savoir qu'en Suisse, à un moment donné, on se retrouve avec on appelle ça un vide, enfin je pense qu'on appelle ça un vide juridique, une nature juridique manquante en fait dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on est très vite, ça c'est peut-être en France, vous avez peut-être d'autres, ici c'est soit tu es réseau individuel, donc en ton nom, soit tu fais une SARL, soit VS association. En gros, après, il y a SA, etc. Mais je fais en gros. Donc, en gros, c'est soit... et il faut savoir qu'en Suisse, on a le nid d'associatifs. Parce qu'en fait, le seul moyen d'avoir des fonds de fondation, c'est d'être une nature juridique associative. Donc, en fait, le problème, c'est que, par exemple, moi, mon entrepreneuriat qui est social, culturel, social,
j'ai toujours des problématiques dans l'associatif, c'est pas vraiment ça. Et du côté SARL, c'est pas vraiment ça. Donc en fait, on est malheureusement encore, mais au niveau des politiques, et enfin, il faut qu'on fasse bouger les choses, mais il nous manque, après il y a les coopératives, il y a ce genre de choses, mais il nous manque quand même quelque chose. Donc du coup, c'est un peu du sur-mesure, mais avec plaisir, je peux essayer de te guider sur, de mon expérience, que je pense qui est la forme la plus adaptée par rapport à ton objectif, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu un point de départ sur lequel il ne faut pas vraiment se tromper, parce que quand tu pars sur une SARL, ça n'a rien à voir que si tu pars sur un asso, puis des fois tu te retrouves bloqué à un mur juste parce que tu avais pris cette nature juridique-là qui ne correspond pas forcément à ton idée. Je vois tout à fait dans quoi tu es. On peut, pas de souci, avec plaisir, je regarderai. Si je peux juste, en fait, on a exactement les mêmes formes en France. Okay. En fait, nous, on n'a pas réfléchi comme ça. En fait, moi, en tant que juriste, j'ai pas réfléchi à ce que je voulais faire, une SA, etc. Déjà, il y a un truc qui me frustrait beaucoup, c'est que je voulais que l'entreprise que j'allais faire ait de l'impact. Mais je voulais pas faire une association. Je voulais pas faire une association parce que je voulais pas aller en Afrique avec le côté ils tendent la main et je lance quelque chose. C'était hors de question. Donc je voulais faire une boîte qui allait faire de l'argent et avec cet argent, on allait faire de l'impact. Et donc quand un jour, j'étais super frustrée par exemple, c'est ma boîte qui fait de l'argent. Toi, tu veux de l'argent pour toi. Elle va à New York. C'est tout. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois que je parlais de mon projet, on parlait du projet, on me disait, mais pourquoi tu ne fais pas une association? Et c'était hors de question. Et un jour, j'étais dans une conférence et j'entends le terme tech for good, des gens qui font de la tech pour quelque chose de bien. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, bim, c'est ça le truc, c'est tech for good, je fais de la tech for good. Et après, pour ce qui est choisir le statut, comme je voulais une société, c'est très simple de choisir un statut, tu vas pas te poser 10 000 questions. De toute façon, quand tu vas réfléchir avec tous les trucs, tu vas finir avec SARL ou SA. Maintenant, tu vas te demander, j'ai 3 questions. À quoi est-ce que je veux ressembler? Est-ce que je veux ouvrir mon capital? Si je veux ouvrir mon capital, c'est fermé, c'est du SA, parce que c'est SA qui va te permettre de faire rentrer des investisseurs. Quelle image je veux qu'on ait de moi? En France, une image, quelqu'un qui a une SARL, c'est souvent quelqu'un qui va ouvrir une boulangerie, qui va ouvrir telle chose. Or, moi, je voulais porter une start-up et une SAS, c'est ce qui va finir par être une SA qui va rentrer en bourse, etc. Et c'est l'image que j'avais de mon entreprise. Et en fait, je me suis posé juste ces questions. Et la troisième, qui est en défaveur dans une SA, c'est comment est-ce que je vais être rémunérée, mes droits en tant que dirigeante. Ils sont moins bons en tant que dans une SA et ils sont meilleurs en SARL. Mais c'est de se dire quelle est ta priorité. Est-ce que tu veux te protéger toi, être sûr pour ta retraite, etc. Si c'est dans ton caractère, tu vas vers une SARL. Si par contre tu veux que ton entreprise ressemble à ça et tu veux donner cette visibilité-là, cette vision à ton entreprise et tu veux faire rentrer des investisseurs dans ton capital, SA, tu n'as pas trop le choix. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Vous êtes en quoi du coup? On est une SAS. SAS, c'est une petite. En fait, ils nous ont créé un petit statut. On n'en a pas ça. C'est ça que je dis. Ouais. En fait, vous, la SA, c'est en fait vous êtes bloqué. Vous êtes. SAS, c'est quoi en fait juste? C'est une SA en petit. On peut la commencer à partir de un associé même. Donc en fait, c'est ça. C'est juste le statut qui va vous manquer. Non. Vous n'avez pas non plus encore la SAS? Mon Dieu. Mon Dieu. Ça arrive vraiment. C'est comme les tendances. En tout cas, tu vas pouvoir réfléchir entre la SARL et l'association et ce que tu veux donner comme image à ton entreprise, en fait. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Adèle, j'habite à La Chaux-de-Fonds. Quand je vois des femmes devant moi, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui se lèvent pour faire quelque chose, moi j'apprécie beaucoup. Je vous encourage à continuer. Et puis vous êtes un modèle, vous montrez l'exemple aux jeunes qui sont derrière vous. Et puis, comme vous avez dit, je pose la question à vous les 4, comme vous avez dit, être entrepreneuse, c'est chercher des problèmes. C'est résoudre les problèmes. Il faut aimer résoudre les problèmes. Non, cherche pas de problème. Chercher des problèmes, ça c'est vrai. Quand vous créez une association, donc peut-être que vous êtes 10, donc vous mettez 2 parts, 3 parts, 5 parts, donc pour faire le capital. Et puis quand vous prenez des décisions ensemble, et puis comme par exemple je dis Sylvie, donc à 5 fonctions, la directrice, la chef,
Donc, elle veut prendre des décisions, elle a une grande part, mais les autres ne sont pas d'accord. Comment faire pour résoudre ce problème? Merci. Alors, nous, on est une SA. Et quand on est une SA, on a l'obligation d'avoir un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, c'est la personne qui... C'est pas une personne, en fait. Un conseil d'administration, c'est plusieurs personnes qui représentent les intérêts des actionnaires de l'entreprise. Donc, en fait, en tant que directrice, en fait, moi, je dis souvent, quand les gens me disent « Ah, mais moi, je veux faire de l'entrepreneuriat parce que je ne veux pas avoir de chef », ça n'existe pas de ne pas avoir de chef. C'est-à-dire qu'on rend des comptes tout le temps. Si, c'est soit à sa clientèle, soit à son conseil d'administration, soit, en fait, on a plus de marge de manœuvre. Mais dans une SA, en tout cas, on rend des comptes au conseil d'administration. Donc, moi, je suis cofondatrice, j'ai des actions dans mon entreprise et je suis directrice, mais j'ai un conseil d'administration à qui je rends des comptes. Et c'est un conseil d'administration qui, à un moment donné, va me dire... Si moi, en plus, je prends les décisions de manière des fois très spontanée. J'ai des coups de cœur, j'ai envie d'y aller à fond. Je dis oui, non, mais ça, je sens, là, c'est maintenant. Je dois apporter ça au conseil d'administration qui va me dire, mais est-ce que Sylvie, tu as bien réfléchi à ça? Est-ce que tu as vu ça, et ci, et ci, et ça? Donc, en fait, je suis dans une position où, oui, je suis la directrice, mais je ne peux pas faire comme je veux parce que maintenant, il y a des actionnaires dans l'entreprise. Et il faut que quelqu'un protège leurs intérêts parce qu'autrement... Voilà. Pour nous, on n'a pas encore d'actionnaire de ce type-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est très simple. Et je pense que c'est ce qu'on va poursuivre, même quand on va avoir les dirigeants, le conseil dirigeant qui va s'agrandir, c'est que chacune peut donner son avis. On peut discuter de tout. On peut même se disputer sur tout. Mais in fine, si on parle du domaine de Noëlla, le marketing, je ferme ma bouche. La décision finale lui appartient. Et pareil, quand c'est dans mes domaines, c'est comme ça qu'on a défini le truc. On va parler de tout, on va chacun donner ses positions. Et à la fin, si on n'est pas d'accord, si j'arrive pas à la rejoindre, elle n'arrive pas à me rejoindre, elle va porter la responsabilité de son domaine. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner, en fait, nous, sur notre truc. Et demain, si on a un chef des opérations, un COO, si c'est un truc dans l'opérationnel, l'idée vient de moi ou de Noëlla, si la personne n'est pas d'accord, on essaie de lui faire entendre. Si elle n'est pas d'accord, c'est la décision finale. Le truc, c'est de travailler avec des gens intelligents. Les gens intelligents, en principe, on se comprend. La plupart du temps, quand je viens avec une... Non, mais c'est vrai. C'est un des trucs qu'on partage en commun, c'est qu'on arrive à se comprendre. C'est quand tu travailles avec des gens qui sont butés ou qui vont pas avoir trop l'envie d'écouter l'autre ou de partager. Mais en fait, on partage vraiment tout, même si des fois, on n'est pas du tout d'accord avec le truc. Mais on va vraiment tout se dire. Et in fine, je crois que c'est même jamais arrivé qu'on ait appliqué le truc de la dernière... ça ne nous est jamais arrivé. On arrive toujours à s'entendre avant. Mais sinon, c'est ça la règle qu'on a mis en place. C'est un peu lié à la question de mademoiselle avant. En fait, ça revient au final avec qui on s'associe. Parce que ce qui doit primer, c'est les intérêts de la boîte. Au final, c'est pas moi j'ai plus de parts ou quoi que ce soit. Et c'est ce que Madame Rose aussi, elle disait, c'est qu'à un moment donné, quand vous vous associez avec les bonnes personnes, il n'y a plus de question d'ego ou quoi que ce soit. Et on ne l'a jamais appliqué cette règle-là parce qu'au à la fin des conversations, c'est est-ce que c'est Fresh Africa qui est gagnante derrière? Katia, tu as eu l'idée, je ne suis pas convaincue, mais on va tester. On va voir ce qui... C'est pas parce que tu as plus de parts que moi ou quoi que ce soit. C'est notre boîte, au final, qui doit être gagnante. Et voilà, d'où l'intérêt d'avoir des associés avec qui vous êtes alignés, vous partagez les mêmes visions, parce qu'au final, c'est ce qui prime, quoi. Et on teste souvent tout. Ce qu'on met en place, on le teste. Oui, après oui, je suis d'accord. Pardon. Non, je suis d'accord. Et je pense, voilà, moi j'ai beaucoup joué au basket, donc je vous ai dit, j'ai beaucoup dans les images. Donc je vois aussi beaucoup ça comme l'entrepreneuriat comme un bateau. Donc il y a un équipage, il faut faire attention au vent, à la météo, si l'équipe va bien, etc. Et je pense que si le système de base pour atteindre l'objectif est clairement posé, finalement, chaque fois on revient sur ce système posé, c'est-à-dire que
si quelqu'un a une idée ou vous changez, on va dire, ok, très bien, tu as une nouvelle idée, tu as une nouvelle lubie, machin, mais est-ce que ça permet de faire avancer le système? Et puis, ce qui fait qu'après, on n'est pas trop dans du conflit, parce qu'en fait, comme tu disais, est-ce que ça a fait avancer le projet, en fait? C'est le projet qui est au centre, finalement. Et c'est pareil, quand tu vas chercher tes investisseurs, il ne faut pas dire je prends ce mec parce qu'il a l'argent, il va me donner plus. Il faut te dire, en fait, est-ce que ce gars, j'ai envie de le voir, de lui parler tous les jours? Est-ce qu'il va pouvoir me comprendre? Moi, je viens comme je suis, je ne vais pas faire semblant devant quelqu'un parce qu'il est en costume ou parce qu'il m'a donné de l'argent. Donc, il faut qu'il soit prêt à m'accepter, il faut que je sois prête. Je suis prête à refuser quelqu'un qui va me donner 1,5 million et aller plutôt avec quelqu'un qui a 500 000 et avec qui on va se comprendre et qui va pouvoir me dire je te fais confiance, assez confiance, je viens là, j'ai mis mon argent, mais par contre, je te donne, tiens, tu as besoin de ça comme ouverture de porte, tu as besoin de ça, mais j'ai moins d'argent, mais j'ai ça, j'y vais à 100%. Typiquement, chez nous, on a décidé d'arrêter à la SARL et de, justement, par exemple, nous, notre produit phare, c'est la jupe longue. Donc, on en vend de chaque année de plus en plus. Et en fait, justement, on nous posait les questions, mais en fait, vous ne voudriez pas en vendre dans toute l'Europe, enfin, comment on croit. Et puis en fait, c'est bien aussi de savoir avoir un peu jusqu'où vous... avoir un peu cette limite, parce que faire de l'argent, je l'entends, avec le temps, je l'ai accepté, j'avais un peu de problème avec cette notion, mais il faut quand même avoir une espèce de plafond, pas dans ces réalisations, hein. Pour moi, il faut viser les étoiles, mais en termes de sous, pour pas que ça devienne une espèce de machine dans laquelle on est finalement... Il ne faut pas que ça devienne une finalité. Et puis, tu n'as plus de contrôle. Je veux dire, aujourd'hui, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai encore le contrôle. Peut-être que demain, on m'a déjà proposé d'acheter ma structure. J'ai dit non. Les gens me disent, mais pourquoi, t'es folle? Parce que c'était peut-être un bon prix, peut-être j'aurais imaginé ça, mais parce que c'était pas mon objectif de base. C'est difficile à faire comprendre peut-être à des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs que vous, mais c'est pour ça que quand tu définis ton objectif, tout ce qui vient à toi, tu peux l'évaluer. Voilà. Et donc, plafonner aussi cette notion. On veut toucher le million, ok. Est-ce qu'on veut toucher? Moi, je sais que je veux plus toucher comme ça, grandir comme ça, que grandir comme ça. Donc, du coup, c'est d'autres... Moi, je voulais juste rajouter par rapport à qui rentre dans l'investissement, dans le capital. Nous, notre capital, on l'a ouvert à nos clientes. C'est nos clientes qui sont rentrées dans le capital, en fait. C'est pas... elles sont... non, c'est pas Google. C'est pas Google. C'est pas les grands... ces gens-là. Non, c'est pas... Donc, du coup, et puis elles sont... Alors, tout est relatif, hein, les montants que chacune a pu mettre. Mais ça, pour nous, c'était aussi important. Et je rejoins complètement le fait que c'est important d'avoir des gens qui rentrent dans le capital avec qui on a la même vision, avec qui on est... Finalement, pour moi, c'est aussi se jouer des règles de ce fameux capitalisme. Finalement, tu utilises les règles, mais en restant aligné avec tes valeurs, avec ce que tu veux et où tu veux aller. Et c'est une forme, je pense, de jeu aussi, d'amusement, d'intelligence. De se dire, en fait, c'est comme ça. Je ne peux pas, moi, toute seule, Sylvie, aller contre le capitalisme. Par contre, qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux l'utiliser pour arriver à mes fins et avoir de l'impact? Pas seulement pour aller à New York. Alors, on a juste une dernière question et après, on va conclure. Et si vous avez d'autres questions par la suite, vous pourrez aller les poser lors de l'apéritif des alliés. Ouais, on a déjà bien dépassé. Donc, dernière question et après, on conclut. Okay. Merci. Bonsoir. J'ai une petite question. C'est un peu comme elle a posé avant. Je m'appelle Suzanne. Je viens du Kenya. Et puis, je suis esthéticienne diplômée. Alors, je ne sais pas comment formuler cette question. J'ai juste un petit problème avec des fois le réseau. Je suis dans un village et puis des fois, j'ai un problème avec des clientes de la peau blanche. Dès qu'elles viennent chez moi, elles sont surprises que je suis africaine. Alors, j'essaie de leur dire, ah ouais, je suis diplômée en Suisse, alors je sais comment m'occuper de votre peau et la peau noire. Alors, je ne sais pas comment faire. J'aimerais agrandir le réseau
pouvoir m'en occuper de la peau blanche et la peau noire. Et puis, j'ai aussi un problème. Je n'ose pas mettre ma photo sur le site Internet. Mais il y a des gens qui me disent « Ah, tu es toute jolie, tu peux mettre. » J'essaie une fois et puis ça marchait mal parce qu'il n'y avait que des hommes qui m'appelaient « Ah, vous faites ça, vous faites ça. » J'aimerais vraiment mettre ma photo, me mettre un peu en avant, mais ce n'est pas facile. Je ne sais pas comment vous pouvez me conseiller comment faire. Je ne sais pas si... alors, déjà, je pense que ce n'est pas tellement un défi au niveau du réseau, c'est vraiment plus un défi au niveau des perceptions et de comment... ouais. Nous, comme je l'ai évoqué dans la présentation tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, nous, en fait, on s'est rendu compte que pour ouvrir le marché, parce qu'en fait, au début, nous, on n'avait même que des coiffeuses qui étaient noires, hein, mais en fait, on a tellement eu, dans la communication, appuyé sur le fait qu'on parlait de texture. Je crois qu'on n'a pas une fois utilisé le terme ethnique ou afro ou comme ça. On a vraiment appuyé sur le texture. Notre slogan, ça a été « Tes cheveux, c'est notre histoire ». Vraiment, il y avait un truc qui faisait un peu... Pas qu'on n'avait pas envie de mettre en avant nos origines, parce qu'en fait, finalement, on utilise des techniques ou des connaissances autour de l'hydratation, des choses comme ça, qui sont en fait de notre communauté. Même maintenant, on resserre les locks, des choses comme ça. Mais c'était juste pour s'assurer d'une inclusivité et que finalement, on ne puisse pas venir avec cet argument que, en fait, en gros, c'était vraiment on a décidé d'une stratégie de communication qui anticipait potentiellement ce genre de réaction. On parle de marketing depuis le début, c'est ça en fait. Non, montre-leur ta puissance. Mais non. Non, honnêtement, tu ne peux pas convaincre tout le monde. Tu vois, nous, la réalité est que ce sont des produits qui viennent d'Afrique. Forcément, ils viennent directement du producteur. Mais les gens vont dire, oui, mais il y a du local ici, etc. etc. Et nous, on n'a jamais été dans une démarche où on allait convaincre les gens, venez s'il vous plaît, consommer des produits Fresh Africa. Non, pas du tout. Tu ne pourras pas avoir 100% des gens, en fait. Tu vois, il y a des gens intelligents qui passeront au-delà de la barrière de la peau. Et c'est ceux-là pour qui tu offres un service. Donc, je pense par contre, ce qui peut t'aider, c'est d'avoir des témoignages clients. Peut-être, tu vois, des personnes, tu disais, c'est des personnes blanches qui viennent, qui ont un frein, certaines personnes, mais c'est d'avoir d'autres personnes comme elles, en fait, qui ont témoigné de tes services. Donc, va chercher des témoignages clients et s'il te plaît, mets ta photo, en fait, tu vois. S'il te plaît. Non, c'est important parce qu'il y aura moins cet aspect déceptif, en fait, tu vois. Donc, la personne, quand elle vient, elle sait à qui elle va avoir affaire. Et voilà, il n'y a plus cette discussion de « Ah oui, vous êtes noir ». Non, en fait, elle sait pourquoi elle est venue, tu vois. Donc, mets ta photo et prends des témoignages clients et voilà, quoi. Et tu es ta première vendeuse, c'est toi la première proposition de valeur. Mets-toi en avant. Ville. Je vous disais... T'es dans quelle ville? J'ai pas menti. Je disais, t'es dans quelle ville? De ville Je suis à Salavo, mais à partir de... Je suis à Salavo pour l'instant. J'ai un institut. Maintenant, je l'ai remis à la maison parce qu'une partie, je l'ai amenée à Grange Paco. Vous connaissez parce que je suis avec Marilyn Nadeau. Moi, vous dites oui, Grange Paco, parce qu'on a oui, parce qu'on a WhatsApp dans le magasin, dans l'institut, je veux dire. Elle a trop de boutiques. Marie. Elle a trop de boutiques. Pardon, dans l'institut, les pagnes de Yard. Ok, pardon. L'appart esthétique et bien-être à Grange Paco. Mais on est beaucoup. Okay. Moi, je m'occupe pas de ça. Donc, voilà, je vais m'associer avec elle à partir du 15. Ah, mais super. Ok. Ouais. Non, mais je disais justement peut-être faire des réseaux avec même les Béatrices, enfin toutes les personnes déjà qui sont installées, qui font la coiffure, l'esthétique, et puis de rentrer en contact avec ces personnes-là aussi. Parce que j'ai quand même le sentiment que vous êtes dans un village, c'est un peu isolé. Oui, c'est un peu isolé, c'est pour ça que je vais à Grange Paco. Non, mais c'est des fois aussi, on cherche des solutions, mais des fois c'est aussi enfin, si elle est dans je sais pas, si tu es dans un village où tu n'as que deux personnes, tu n'as que des blancs, que deux personnes. Non, mais ça va être compliqué. Non, mais à un moment donné, c'est aussi un positionnement de où tu es, enfin, ton idée naît où, en fait, tu vois.
Et peut-être c'est simplement, peut-être tout va bien, sauf que tu n'es pas dans le bon village. Non, ou Enfin, peut-être que tu es dans le bon village, mais en fait, parce que tu as des blancs qui arrivent à rentrer quand même dans ton truc et ça marche, non? Ok, donc peut-être que c'est une question donc, de pédagogie envers ceux qui ne sont pas, qui ont besoin de ce service mais qui ne savent pas quoi faire. Peut-être pense juste à faire des portes ouvertes. Tu ouvres tes portes où les gens ne vont pas venir forcément utiliser le service, mais peut-être voir ce qui se passe à ce moment-là. Tu crées des événements comme ça, des petits trucs de temps en temps, où les gens ils viennent, ils vont juste venir regarder, et si ça leur plaît, ils rentrent, ils utiliseront le service, sinon... Mais c'est vrai qu'elle va se confronter à non seulement tu es dans l'entrepreneuriat et en plus tu dois éduquer quoi. Ouais, c'est ce qu'on fait nous. Ça, mais on éduque à longueur de journée. Mais c'est pour ça que là c'est nous aussi par rapport à cette histoire de lieu et là où je rejoins Perrine, nous quand on a décidé d'implanter Tribu Urbaine, on serait jamais allé à Franche-Paco. Non, mais vraiment. Non, mais c'est vrai. Mais pas parce que mais parce qu'à un moment donné il y a aussi comme je disais, ta masse critique, en fait, tu penses qu'il y a potentiellement les clients, sans vouloir plaire à tout le monde, mais quand même, tu as quoi comme potentialité? Et ça, on avait identifié que pour commencer, il fallait qu'on soit dans un centre urbain. Et finalement, on a commencé à Lausanne. Aussi, alors Genève ou Zurich aurait été le mieux indiqué, mais Zurich, on avait la barrière de la langue, et Genève, on était mère de famille. Au départ, c'était trop loin de faire les trajets. Donc Lausanne, c'était un bon compromis parce que c'était un centre urbain proche de nos domiciles. Et donc, le lieu, c'est vraiment important. Ça fait partie du marketing. Des fois, on se remet en question alors qu'en fait, on n'est pas... Mais oui, complètement. Tu vois ? Complètement. La com, de nouveau, la com. Ouais, la com. Mais c'est pour... Ouais, mais en fait, il va falloir... En effet, tu vas devoir... Si tu restes dans ces zones-là, tu vas devoir éduquer en permanence. Et c'est et ça, il faut être conscient qu'à un moment donné, ça bouffe ton énergie parce que surtout... pas tout le monde est fait du militantisme. En fait, toi, tu as juste envie d'exercer ton métier, point. Que tu sois rouge, vert, avec des lignes, des carreaux, ça, c'est les autres qui te voient. Mais c'est pour ça que je dis, ça, si tout à coup, ça fait pas partie de ton... Tu veux pas faire ça, c'est légitime à toi, mais c'est juste de dire, peut-être, en effet, c'est peut-être changer de lieu, parce que dans ce lieu-là, tu devras intégrer ça dans ton entrepreneuriat, expliquer aux gens, oui, je suis noire, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, et ça, c'est fatigant. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On s'est mis derrière au cas où. Non, franchement, ça nous fait même de la peine à nous de couper, parce qu'il y a encore des questions et tout, mais désolé, on a un timing à respecter, malheureusement. Qu'on a bien dépassé, d'ailleurs. Ouais. Mais on va pouvoir continuer la discussion encore autour de l'apéro. Alors maintenant, il est temps de... Il est temps de conclure en soi et de se poser la question: est-ce que je suis prêt ou prête à me lancer dans une histoire? Non, une histoire entre moi et l'entrepreneuriat. Car ici, il ne s'agit pas d'histoire d'amour, mais de business, hein, les gens. Ne pas qu'on oublie. Parce que il y a certaines personnes ici qui sont déjà lancées dans une histoire et elles se posent la question: où est-ce que j'y vais et comment est-ce que je continue? En fin de compte, l'entrepreneuriat, c'est une rencontre avec l'inconnu. C'est un peu comme aussi une histoire d'amour. On ressent tout au début les papillons dans le ventre, on est motivé, on a envie. Et puis après, quand ça devient sérieux, on commence à avoir des doutes. Hein? Alors, est-ce que c'est fait pour moi? Suis-je légitime? Et il y en a d'autres qui sont certaines, qui vont avancer et chaque phase qu'elles vont traverser les rendra encore plus fortes, jusqu'à développer cette relation qui les mènera, comme nos intervenantes aujourd'hui, à venir en inspirer d'autres. Merci à vous pour ce beau moment. Oui, alors comme moi j'ai plusieurs casquettes, j'ai aussi une casquette de vice-présidente de Mélanine,
merci à Femmes pour cette animation, pour cette collaboration. Merci à vous toutes et tous d'être présents et présentes. On a l'habitude aussi de remercier tous les sponsors et tous les partenaires qui ont fait que c'était possible. Il n'y a plus le slide, mais vous les avez vus tout à l'heure. Et il y a deux choses aussi. Donc là, il va y avoir l'apéro des alliés, mais il y a aussi, tous les événements sont gratuits. Mais si vous souhaitez contribuer ou soutenir le festival, il y a un chapeau à l'entrée et il y a aussi des petites feuilles volantes avec 2 QR codes. Un QR code qui est pour twinter, si vous souhaitez twinter quelque chose, et l'autre, c'est un questionnaire de satisfaction. De satisfaction? Non, c'est un questionnaire sérieux sociologique pour savoir si le festival correspond à vos attentes, à vos besoins, et de nous donner aussi des retours qui nous permettront d'améliorer les prochaines éditions. Voilà. Et j'ajouterais juste, du coup, on va faire un peu la promo aux femmes. On a aussi à l'accueil une petite partie, là où il y a les livres, où il y a la vente de livres, parce qu'il y a aussi des livres très intéressants que vous pouvez retrouver aussi à l'accueil. Vous avez aussi les flyers femmes qui vous expliquent un peu ce qu'on fait. Et encore une fois, si vous souhaitez vraiment savoir davantage sur notre réseau, dès demain, vous pouvez venir nous rencontrer à Neuchâtel pour une séance d'information. Donc, vous êtes les bienvenus. Désolée, c'est que pour les femmes, malheureusement. Et puis un grand merci à Mélanine Suisse pour ce festival. Merci, c'était un grand honneur de présenter ici. Et merci à Sylvie.